Bienvenue dans Travail et moi comme émotion, perception, ressenti. J'ai pensé ce podcast comme une fenêtre ouverte sur le travail, ce qu'on y fait, mais aussi ce qu'il nous fait. Comment il nous transforme, comment il impacte notre identité. Seul ou avec mes invités, je parle du travail au quotidien, de ses joies, de ses moments difficiles. On va parler de transition de carrière, de bien-être au travail, d'équilibre de vie, de choix difficiles ou de retour aux sources de notre motivation. Pas de conseils, pas de solution toute faite pour un épanouissement miracle, mais des récits de vie professionnelle, des parcours, des histoires, où tu peux puiser ce que tu veux en fait. Peut-être que tu rêves d'une transition de carrière, peut-être que tu te poses des questions sur ton job, peut-être que tu es en recherche d'emploi ou que tu traverses un burn-out. Le travail est au cœur de nos vies, que l'on soit en emploi, indépendant, au chômage ou éloigné de l'emploi pour plein d'autres raisons. Même lorsque l'on résiste à la valeur travail, cette idée que l'on vaut ce que l'on produit, on pense au travail. Alors, autant y penser sereinement. Intéressé ? Abonne-toi et retrouve-moi 2 fois par mois, seul ou avec mes invités. C'est parti pour l'épisode du jour. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Narbonnet. Bonjour Cédric. Bonjour Sarah. Comment vas-tu Cédric aujourd'hui ? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Donc la première question que je vais te poser et que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que tu peux dire qui tu es sans dire ce que tu fais ? Qui je suis? Martiniquais afrodescendant de bientôt 45 ans, résident en Île-de-France et papa d'un petit garçon de 5 ans, en couple. Voilà. Peut-être des hobbies. Je pense qu'en ce moment, 2 choses importantes pour moi, c'est aller à la salle et puis lire. Voilà, j'ai recommencé à lire avidement, on va dire, depuis 6 mois à peu près. Donc aujourd'hui, tu habites en région parisienne, mais nous, on s'est rencontrés aux Pays-Bas et du coup, le retour en France, c'était un retour parce que envie de revenir en France ou c'était pour, des raisons professionnelles parce que c'est là que ça allait se passer pour toi? Principalement professionnel, essentiellement. Oui, en 2020, quand le changement s'est fait, c'était pour rejoindre ce poste que j'occupe encore actuellement en tant qu'enseignant formateur. L'opportunité s'est présentée et je l'ai saisie. Et j'ai envie de dire d'ailleurs que c'était dans le sens inverse, quand j'ai fait le chemin inverse, on va dire région parisienne, Pays-Bas, c'était déjà pour des raisons professionnelles. Donc oui, voilà, essentiellement pour des raisons professionnelles. Et parce que tu devais trouver un autre poste ou tu étais en poste et tu as fait le choix de changer de direction? J'étais en poste, donc voilà, chez ASML, et ça se passait bien, hein, il n'y avait pas de difficultés, on va dire. J'ai même envie de dire qu'il y avait des belles opportunités qui étaient présentes. Simplement, c'est que le changement de poste en 2020, il a obéi à une impulsion, à une envie et à une réalisation que le poste qu'on me proposait, enfin que l'opportunité qui était là sur la table, était un chapitre complètement nouveau, parce que je n'ai jamais été enseignant, j'ai jamais été formé pour le devenir, mais je le suis. Et en fait, au fond, moi, j'ai vraiment obéi à une impulsion, une conviction profonde que c'était là qu'il fallait que je sois. Alors effectivement, après, il faut que ça s'accommode avec la dimension logistique, familiale, etc. Mais heureusement, j'ai eu de la chance. Ma compagne m'a supporté dans les deux. Voilà, pour aller aux Pays-Bas et pour revenir, elle a été extrêmement, comment dirais-je, elle a été d'un grand support, voilà, tout simplement. Et, euh, et ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Donc assez rapidement en plus. Et oui. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail ce que tu fais aujourd'hui? Alors, en tant qu'enseignant formateur, j'évolue dans une école d'ingénieurs. Donc, je suis enseignant formateur dans une école d'ingénieurs. Donc, je forme des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, jeunes adultes, qui sont alternantes voilà, en 3 ans, les forme en 3 ans. En général, ils arrivent ils ont un background académique type BTS, DUT, classe prépa, voire licence professionnelle, donc bac plus 2 ou 3.
ils intègrent l'école et en 3 ans, on les forme pour devenir ingénieurs généralistes. Et moi, dans tout ça, en termes de mission, si tu veux, il y a la dimension formation, évidente hein, pour l'enseignant. Et puis, il y a cet aspect aussi qui m'intéresse énormément, c'est la dimension suivi, pédagogique et accompagnement de ces jeunes. Parce que, comme je l'ai dit, ils sont alternants, donc ils passent la moitié de leur temps à l'entreprise. Et nous, en tant qu'enseignants formateurs, on doit, on doit faire ce lien. On représente l'école finalement et on fait ce lien avec l'entreprise et pour s'assurer que, si tu veux, les missions qu'exercent ces jeunes dans leur cadre d'entreprise d'accueil, bah, que soient match et correspondent au syllabus, aux exigences de l'école. Et tu disais que quand tu avais, pris ce poste, tu répondais à une impulsion, quelque chose qui était assez fort chez toi, d'aller vers, ce nouveau chapitre, dans ta vie pro. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé d'un coup ou c'est tu as l'impression que c'est un processus de réflexion dans lequel, il y a un moment où tu as évolué de ton poste d'ingénieur vers autre chose? C'est la deuxième option, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'impulsion, elle s'est révélée, mais en réalité, il y avait déjà une gestation assez longue, je devrais dire. Alors, il y a eu une étape, peut-être quelques années avant, enfin deux choses, deux aspects importants. J'ai fait de l'accompagnement en fait de jeunes professionnels ou étudiants ou jeunes professionnels pour la recherche de stages, notamment en bénévole au sein d'une association. Donc, quand j'étais aux Pays-Bas, en fait, je le faisais en fait avec des élèves qui étaient basés en France. Et alors, j'ai obtenu des bons résultats, on va dire, mais surtout, c'était voilà, j'ai pris goût en fait à ce contact, cet échange que je pouvais avoir avec eux et voir en fait ces jeunes faire leur premier pas, donc soit faire leur premier pas dans leur premier poste, on va dire, ou alors trouver le ou les stages qui leur permettaient de, tu sais, voilà, poursuivre leurs études en fait. Et c'est quelque chose qui m'a profondément plu. Et puis bah, après, ça fait écho aussi à voilà, peut-être aussi un parcours encore plus antérieur où j'étais dans le milieu associatif pendant presque une quinzaine d'années je dirais, ouais, au sortir de l'adolescence jusqu'à moi-même devenir jeune adulte, avant de partir aux Pays-Bas, en fait, en gros, hein, et jusqu'à ce que on parte aux Pays-Bas, voilà, je suis dans le milieu associatif, et il y a cette notion bah, de support, d'accompagnement, d'aide, de solidarité, ce sont des aspects qui sont importants pour moi. Et ensuite, donc, du coup, ça s'est un peu reversé dans l'accompagnement de ces jeunes, et après, ça s'est traduit, je pense, par cette impulsion. Et l'autre aspect, c'est bah, l'accompagnement que j'ai pu faire avec toi, tout simplement. À ce moment-là, voilà, quand on a fait ce travail voilà, de prise de recul et de voir où j'en étais, j'ai pu mettre aussi des mots, des réflexions et les assumer. Je pense que c'est ça aussi, pour dire les choses clairement. Voilà, il y avait des ferments qui étaient déjà là depuis un bon moment, je pense. Et il fallait peut-être les arroser, tu sais, les soigner, voilà, les laisser en fait s'exprimer. Et c'est ce que j'ai fait. Et je pense que c'est ce qui s'est manifesté il y a 4 ans maintenant. Ouais. Il y a un truc intéressant, tu as dit: «Il fallait les assumer», je pense que c'est souvent le cas chez les gens, d'avoir une intuition et de pas oser, agir par rapport à son intuition et quand tu as commencé à réfléchir à ce projet-là, tu étais ingénieur, donc tu travaillais, je pense qu'on s'est rencontrés, tu étais entre SKF et ASML et donc à quel moment tu t'es dit: «Je vais arrêter d'être ingénieur et je vais devenir quelqu'un d'autre»? Comment ça s'est passé dans ta tête et pourquoi il fallait assumer cette décision justement? Alors, l'assumer, c'est que quand je parle de ferment, de graines, c'est que quelque part, les choses étaient plantées. Mais voilà, il y a cette voix intérieure qui peut-être quand justement on mène ces actions, enfin quand je menais ces actions d'échange, d'accompagnement de ces jeunes, il y avait énormément de plaisir qui était pris à le faire. Déjà dans le processus, et après quand on voyait les résultats, voilà, il y a encore plus de satisfaction. Et mais on pourrait se dire, enfin, j'aurais pu me dire, ah, tiens, je vais creuser pour voir si je peux en faire quelque chose. Alors, ça aurait pu être, on aurait pu imaginer un side hustle, par exemple, Mmh hein, mh. quelque chose d'à côté, en parallèle de ma carrière d'ingénieur. Mais je n'ai pas fait cette démarche forcément. Voilà, je faisais ça comme ça en bénévole, et puis c'était à certaines heures, etc., après le travail et autres. Ça, c'est le premier aspect.
Et puis, voilà, le fait de ne pas avoir creusé, je pense aussi. Le fait de pas être allé plus loin que se dire, OK, je pose ces actions, mais je ne vais pas forcément voir plus loin que ça. Et quand on a fait l'accompagnement tous les deux, quand les premiers résultats positifs, et puis quand l'opportunité s'est présentée, là, j'ai laissé parler, je dirais, le ressenti, hein, et c'est pour ça que je parle d'impulsion, c'est plus d'intuition, voilà, comme tu l'as dit aussi. J'ai laissé parler ça plus fortement parce que je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que je peux en faire une activité professionnelle. Voilà, oui, un événement, c'est qu'en fait, l'école en fait m'avait contacté pour être, parce qu'en fait, j'y allais en tant que jury. J'y étais en tant que jury. J'ai été membre de jury quasiment chaque année. Je revenais au mois de septembre pour siéger. Mhm. Et donc, j'ai gardé un lien finalement avec l'école, avec le cadre. Donc, j'étais au courant finalement des missions que ces jeunes faisaient en dernière année. Et c'est vrai que quand j'additionne tous ces éléments-là, finalement, à un moment donné, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et quand l'opportunité s'est présentée, je l'ai analysé et j'ai vu qu'effectivement, je pouvais aussi le faire, parce qu'il y a cette notion-là aussi de compétence, hein, il faut le dire. Je pense qu'il y avait une conjonction de différents éléments. Une sorte de maturité, donc les ferments étaient peut-être mûrs. Le fait que j'avais la conviction que je pouvais le faire et que ça pouvait marcher. Et puis une sensation, et c'est là on revient sur quelque chose de plus instinctif, se dire, tiens, c'est là qu'il faut que j'aille, en fait. Et voilà. Et donc, finalement, quand l'opportunité s'est présentée, ça s'est fait assez rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, là, il n'y a pas eu énormément de réflexion. À la limite, j'ai envie de te dire que réfléchir pour quitter la France pour aller aux Pays-Bas, ça a été le fruit d'une longue réflexion. Je m'en rappelle très, très bien. Alors que là, dans l'autre sens, ça a été, je crois qu'en anglais, on dit quasiment un no-brainer. Hein. Ça a été, voilà, une sorte de, on y va, allons-y. Voilà. Ouais, c'était une forme d'alignement des planètes finalement. Exactement, tout à fait. Ouais, Voilà, c'est ça. OK. Est-ce que, il y a des moments où tu compares ta vie d'ingénieur, à ta vie d'aujourd'hui, et si oui, qu'est-ce qui en ressort? Alors, la comparaison, elle se fait sur le plan des compétences, elle se fait constamment. Parce qu'en fait, je forme ces jeunes dont je parlais tout à l'heure, ces jeunes adultes au métier que j'ai exercé pendant près de 20 ans. Donc finalement, et en plus, là, on est dans un cadre scolaire, avec un cadre pédagogique, avec des exigences, avec des objectifs. Il y a des valeurs précises, hein, voilà, des jalons hein, en face, avec des résultats à obtenir. Et donc, forcément, le questionnement, il est permanent pour moi. C'est-à-dire que la personne que j'étais en tant qu'ingénieur, elle irrigue constamment, tous les jours, ce que je peux être en tant qu'enseignant formateur, puisqu'en face de moi, eh ben, j'ai des jeunes qui, 20 ans après moi, plus de 20 ans après avoir fait la formation moi-même, font ce que je fais. Et donc, d'une certaine manière, il y a une dimension un peu où enfin, je sens que j'ai une responsabilité de voir les guider aussi. Il y a cette dimension purement scolaire, mais moi, j'essaie, et c'est même plus fort que moi, hein, que je le veuille ou non, ça ressort. Hein. Il y a cette dimension, ben voilà, cette expérience que j'ai accumulée et qui est vraiment l'intégralité de mon expérience professionnelle. Je le souligne parce que c'est impressionnant, je le vois tous les jours. Et ben, tout ça, ça se translate, ça se transporte dans cette fonction que j'occupe maintenant. Donc, en fait, le questionnement, il est permanent, il est quotidien. Et parce que ils te posent des questions, parce que toi, tu dois voilà, voir voilà, la mission que tu leur confies, tu dois être capable de l'expliquer, leur expliquer à eux, mais aussi à leur manager, à leur responsable en entreprise. Donc, j'utilise forcément, en termes de communication, en termes de réflexion, de prise de recul, bah, des outils, hein, une approche, une posture. J'ai toujours une posture, je pense, quelque part d'ingénieur dans ce que je fais. Donc là-dessus, voilà, c'est quotidien, c'est permanent. Q comment tu décrirais une posture d'ingénieur? Je trouve, ça intéressant comme, expression. Pour moi, c'est la je vais le dire comme je dis à mes élèves, c'est être une personne ressource ou chercher à l'être en tout cas, au sein du cadre dans lequel on évolue. C'est, aussi, alors une personne ressource qui va être capable de produire, un avis, voire un résultat éclairé. Donc c'est le fruit de d'investigation, de réflexion, d'analyse et après pour préparer le passage à l'action. Ou alors quand le passage à l'action il est un peu forcé parce qu'il faut y aller, comme on dit, hein, sans qu'on ait trop le temps de réfléchir,
eh bien, il y a un travail préalable qui a été fait, un travail de préparation. Je crois que là, on dit que, alors, ça sort un peu de ce que je veux dire, mais on dit que la chance, c'est le luck is a hard work meeting opportunity. Eh ben, c'est ça un peu, voilà, la façon dont je le vois, c'est que le travail, les années, etc., s'accumulent. Et même et quand une opportunité, une situation pour laquelle on n'a pas forcément le temps de se préparer se présente, ben, on est quand même prêt au final. Et on arrive à produire, à exécuter pour délivrer, je dirais, des résultats. Donc voilà, donc moi, cet état d'esprit-là, cette manière de faire, de fonctionner, qui est aussi très influencé par mon séjour aux Pays-Bas, hein. Encore une fois, dans les personnalités, les managers que j'ai pu avoir, les collègues que j'ai pu avoir pendant toutes ces années, ça m'aide énormément d'avoir cet esprit. OK, il y a la réflexion, il y a le temps de la réflexion, de l'analyse, et après, il y a aussi le temps de l'action et le temps de livrer les résultats, si tu veux, voilà, pour la situation qu'on a sous le nez. Il y a une chose sur laquelle je voudrais rebondir, mais d'abord, je voudrais creuser cette idée que, justement, tu as conceptualisé en quelque sorte une idée de la performance aussi à partir de ton expérience néerlandaise et qu'est-ce qui a été différent finalement aux Pays-Bas par rapport à ton expérience en France? Je vais essayer, pour être synthétique, je dirais que, ouais, je le ressens toujours comme ça. La, on va dire en France, on est pour moi donc plutôt l'Europe du Sud, pays plutôt latin, avec une culture plus, on va dire, peut-être plus. Il y a de la flexibilité aux Pays-Bas, mais une souplesse qui est attendue, je dirais, j'ai appelé ça comme ça, une flexibilité dans les rapports humains, dans les échanges d'une manière générale. Et je dirais que les choses sont centrées principalement sur la relation qu'on a avec l'autre. Et aux Pays-Bas, pour moi, c'est plus transactionnel, je dirais. Il y a une dimension humaine évidente, nous sommes tous des êtres humains hein, sur la surface de cette terre, attention. Mais la dimension échange transactionnel est peut-être un peu plus, alors certaines personnes la qualifieraient d'un peu plus froide, on va dire, justement. Ça dépend du point de vue, hein, c'est une question de ressenti. Ça, c'est comme ça que je le décrirais déjà à la base. Donc, d'un côté, on a une société, enfin, des interactions qui sont d'abord basées avant tout sur la relation et donc, ça va influencer un rapport au temps, un rapport à, selon moi, à la performance, etc. Et de l'autre côté, c'est plus transactionnel. Et pareil, ça structure aussi un rapport au temps et à la performance, etc. Et après, si on revient sur quelque chose de moins, on va dire, conceptuel, lié à la réflexion, plus pratique, je me retrouve en 2000, fin 2010, début 2011, dans une équipe, c'est là où l'aventure avec les Pays-Bas a démarré finalement, dans une équipe où je suis le seul non néerlandais, le plus jeune. Donc là, mon collègue le plus jeune après moi, on était une demi-douzaine. Il avait déjà 45 ans. Il a l'âge que j'ai maintenant finalement. Et à l'époque, c'était donc 14 ans, 13, 14 ans en arrière, donc j'avais la trentaine, hein, petit trentenaire. Et je me retrouve avec un collègue donc, qui est un pilote le week-end, enfin qui est pilote en compétition amateur le week-end. Quand je dis compétition, c'est course automobile et motocycliste. Un manager qui est aussi accessoirement champion de la région de cyclisme et qui est coach d'aviron. Enfin, le doyen de l'équipe, alors je vais pas tous les citer, mais voilà, pour finir, le doyen de l'équipe, qui à l'époque qui avait déjà 45 ans, qui était quasiment à la retraite, mais qui est un expert révéré, reconnu mondialement au sein d'SKF pour sa très grande expertise sur un logiciel maison, un logiciel propriétaire. Je me retrouve d'un seul coup dans un environnement en fait qui m'a tiré vers le haut considérablement parce que là, on se rend compte, on se dit, ah ok, d'accord. Ces gens-là, en fait, ils sont et puis on les voit, on les côtoie. Je suis avec eux, c'est-à-dire que je suis dans leur espace de travail, je les vois au quotidien, je mange avec eux, etc., etc. Et là, on se dit, il faut élever le niveau de jeu. Parce que le niveau d'exigence est différent, parce que les gens quotidiens, dans la manière dont ils fonctionnent, c'est plus exigeant, encore une fois, la notion de résultat était très, très, très prégnante. En plus, dans l'équipe que j'ai rejointe, il y avait une notion de business développement, de développement d'affaires important, hein. On réalisait, en gros, pour dire deux mots, des prestations d'ingénierie pour des clients internes, mais aussi externes. Donc, il y avait une exigence de résultat, et on s'engageait, hein, il y avait un engagement de moyens.
pour obtenir des résultats escomptés et attendus par les clients. Donc voilà, tous ces facteurs-là ont fait que, à un moment donné, enfin, moi, je me suis dit, c'est soit ça marche, soit ça marche pas. Mais moi, je voulais que ça marche. Et c'est là après, ben, je pense qu'aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est peut-être aussi mon éducation, la manière dont mes parents ont fonctionné et nous ont aussi éduqué mon frère et moi. Le travail, la valeur travail, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que ça m'a aidé parce que j'ai pu faire le switch en fait. Et je me suis jeté, on va dire, la tête la première dans cette aventure. Et forcément, voilà, ça m'a fait grandir. Et après, on essaie de mélanger un peu bah, le côté plus latin entre guillemets et puis le côté plus néerlandais. Voilà. Du coup, j'ai une question en 2 temps, par rapport à cette expérience spécifique parce que, il y a à la fois quand tu es avec tes élèves aujourd'hui, il y a à la fois ton expérience d'ingénieur et puis du coup, il y a cette expérience spécifique avec la culture néerlandaise et Ouais. spécifiquement dans cette équipe où clairement la performance était, dans le travail et hors travail, quelque chose qui, infusait complètement la vie des gens. Qu'est-ce que tu utilises de ça, avec tes élèves aujourd'hui? Est-ce que tu essayes de leur donner je sais pas, une idée de ce que ça peut être? Ou est-ce que tu essaies d'utiliser cette notion de performance et peut-être aussi la notion de travail du coup, quand tu es avec eux et quand tu les accompagnes? Oui, bah, je me base beaucoup d'ailleurs sur un. Et c'est naturellement une manière de formuler les objectifs qu'on leur inculque de toute façon, hein, par défaut, bon, qui est assez connue, hein, c'est la méthode SMART, enfin Mmh. la manière de formuler les objectifs. Et j'essaie de leur donner justement, avec les anecdotes dont je dispose, une illustration concrète. Donc qu'elle soit liée à mon propre vécu professionnel, mais aussi à des aspects de leur vie. D'ailleurs, j'ai même envie de dire que je parle d'abord de leur vie d'une certaine manière. Ouais, j'essaie de m'intéresser, je sais que voilà, c'est la génération Z, j'essaie de me documenter, de savoir un petit peu voilà comment ils voient le monde autant que faire se peut parce que j'ai pas le même âge, mais bon voilà, on fait un travail quand même et j'essaie de puiser justement dans des éléments de leur je vais pas dire quotidien, mais globalement, leur environnement, on va dire, culturel, social et autres, pour donner l'illustration. Et aussi, et c'est plus compliqué parce que ils sont pas encore au stade, où ils peuvent se projeter parce qu'ils n'ont pas encore cette expérience, mais j'essaie d'ouvrir un peu le chemin en disant, ben voilà, dans ces situations-là, voilà pourquoi on vous demande ça. Donc, il y a toujours le volet, côté scolaire pur où, forcément, ben voilà l'intitulé de ce que vous devez savoir et maîtriser. Et j'essaie de faire un lien fort avec une expérience pratique, concrète, qui peut, j'espère, essayer de leur parler. Et après c'est aussi tout simplement la répétition, hein, puisque, par exemple, si je reprends l'exemple de la dernière année, ils ont un projet de fin d'études, donc qui, je pense, sont tout assez classiques finalement dans toutes les écoles, les grandes écoles, avec le mémoire à la clé et la soutenance à la fin. Et c'est vrai que c'est un accompagnement qui est sur un minimum de 6 mois et qui peut même prendre 1 an. Et nous, à ce moment-là, on a un rôle en tant qu'enseignant formateur présent parce qu'il y a des jalons, etc. précis à suivre et tout. Et là, à ce moment-là, ben, j'essaie d'infuser au maximum justement ce vécu industriel, ce vécu professionnel qui est le mien, pour rendre les choses les plus concrètes possibles et leur faire voir que c'est important, la notion de performance est importante aussi. Alors pourquoi aussi? Une autre chose sur laquelle je m'appuie, c'est quand on dit ingénieur, encore en 2024, voilà, même en étant enseignant, formateur, en école, quand je parle un peu de mon métier à des nouvelles personnes, il y a les yeux s'écarquillent et puis il y a encore une résonance. Ce métier a encore une résonance. Et je leur dis aux élèves, je leur dis, vous savez, vous ne vous en rendez pas compte peut-être encore, mais il y a des exigences liées à ce métier. Et j'ai envie de dire, quel que soit l'endroit où vous l'exercerez. Et en France, singulièrement, je sais qu'il y a le statut du cadre avec tout ce qui va avec, les responsabilités, la posture, etc. Et je leur dis, préparez-vous parce que là, pour l'instant, vous êtes en cours de formation en tant qu'apprenti. Après, quand vous sortirez, vous serez jeune ingénieur. Mais déjà, même en sortant, il y aura un niveau d'exigence un cran au-dessus. Et très rapidement, vous serez amené, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, à prendre des responsabilités. Mais pour ça, il faut faire montre justement d'une certaine, voilà, d'une certaine posture, tout simplement. Donc, c'est ça que j'essaie de porter comme discours auprès de ces jeunes. Et justement par rapport à tout ce que tu viens de décrire sur le métier d'ingénieur et cetera, est-ce qu'il y a des moments où, ça te manque d'être ingénieur, dans l'industrie?
Euh, j'ai envie de répondre non parce que, et je peux le dire de manière concrète, parce que comme je vais visiter, en fait, ça fait partie du travail, hein, les jeunes dans les entreprises, hein, on a ce qu'on appelle des entretiens tripartites avec euh, on va à l'entreprise et puis on les rencontre avec leurs responsables et eux-mêmes. Et donc, on va discuter des missions, etc. Voilà. Et donc, quand j'y vais, je me pose toujours la question. C'est vraiment une très bonne question, ça. Quand je sors de l'entretien avec eux, donc ça dure en général, ça peut aller entre 1 heure et demie, ça peut durer beaucoup plus longtemps, parfois ça peut être même 3 4 heures, hein, s'il y a des cas, des situations un peu sensibles. Eh bien, je me pose toujours la question, tiens, Cédric, est-ce que tu as envie, là, immédiatement, d'y retourner ou de rester? Et pour l'instant, la réponse est non. C'est toujours non. Donc, j'ai envie de dire que pour l'instant, non, peut-être ce qui me manque, mais c'est plus une question de cadre, plus que du métier à proprement parler. C'est peut-être la dimension internationale. Puisque bon, voilà, bon, tu vis depuis de nombreuses années là-bas et on s'est rencontrés et j'ai pu embrasser c'était le but d'ailleurs, hein, quand je suis parti pour m'expatrier, c'était vraiment de vivre pleinement cette expérience, cette dimension internationale qui peut-être de temps en temps me manque un peu, mais sinon, en tant que métier, hein, le métier, l'exercice du métier en lui-même, non, parce que encore une fois, dans ce que je fais au quotidien, il y a forcément une connexion très très forte avec ce que je faisais. J'aime à dire maintenant que je travaille pendant voilà, presque 20 ans au développement de machines et de composants. Et là, je travaille au développement de personnes, en fait. Euh, et la notion de développement, voilà, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais je comprends pas, je dis pas que les hommes sont des machines, loin s'en faut, mais néanmoins, ces dimensions de développement, de réfléchir comment on vient, voilà, amener une personne d'un point A à un point B et faire en sorte que ce soit une meilleure version, quoi. Et voilà. Tout à l'heure, tu as évoqué, en parlant de tes activités, bénévoles, tu as dit, la sensation que tu avais, c'était beaucoup de plaisir, au moment même, où tu accompagnais les jeunes et cetera et puis, aussi quand tu voyais, le résultat et est-ce que dans ton activité d'ingénieur, il y avait le même processus? C'est-à-dire que, tu avais du plaisir dans les activités que tu avais et de voir le résultat? Ou est-ce que c'était vraiment orienté, résultat, parce que, bah, l'entreprise, elle te demande d'obtenir les résultats pour lesquels elle te paye, en fait? La notion de plaisir, je pense que c'est dans la satisfaction de voir le fruit de son travail réalisé. J'évoquais il y a quelques secondes le développement de machines et de composants. Se trouve voilà en tant qu'ingénieur pendant les 10 premières années, et j'inclus dedans les années d'apprentissage, parce que j'ai fait ma formation d'ingénieur en alternance, donc j'ai ce vécu-là aussi. J'ai fait du développement de produits pendant toutes ces années-là. Et donc, j'étais dans des équipes où il fallait partir d'une idée, alors on partait jamais d'une feuille blanche évidemment, mais il fallait soit maintenir une gamme de produits ou développer une gamme très souvent existante. Et donc, il y a une succession d'actions, il y a un processus à suivre, des projets à mener en équipe pour arriver à un résultat. Et donc, je dirais que bah, pour ma part, avec la contribution qui était la mienne, j'amenais ce que je devais amener. Et à la fin, quand on voyait les fruits du résultat, j'ai envie de citer un exemple typiquement des pompes à eau automobiles. Voilà, quand on part de la pompe nue et puis on arrive au produit fini, mis en boîte et prêt à être livré, c'est là où il y avait une forme de satisfaction. Ensuite, je pense qu'après, c'est la diversité des profils que j'ai pu rencontrer. Et c'est là on revient finalement vers l'humain, vers les personnes. C'est que j'ai eu la chance, SKF comme ASML, d'évoluer. Et voilà, à 20 ans, je démarre cette formation d'ingénieur dans un milieu international. Même en étant en France, voilà, je me rappelle, j'ai partagé mon bureau avec un collègue singapourien plus âgé que moi, qui lui était venu en expatriation en France, chef de produit écossais. Voilà, j'ai la chance de partir avec lui à faire le tour d'Europe pour l'aider sur la partie technique, pour former les équipes force de vente. Enfin, j'ai la chance en fait dès le début de cette aventure professionnelle dans ce contexte-là industriel d'être projeté dans un environnement international et de voyager, etc. Donc en fait, la satisfaction, elle est beaucoup venue de l'échange, de fait de s'ouvrir, de se découvrir, d'être challengé.
pouvoir parler plusieurs langues, etc. Enfin voilà, c'est là où la satisfaction, spontanément, ce sont ces deux aspects-là. Satisfaction de voir le fruit de son travail arriver à produire des résultats, et puis l'opportunité d'être en contact avec des gens du monde entier, voilà, quotidiennement. OK. Et une autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'était, tu as évoqué la valeur travail t'a été Oui. inculquée, par tes parents et est-ce que tu peux nous Mhm. en parler un petit peu? Oui, la valeur travail, c'est-à-dire que je pense surtout, quand je souris parce que je pense d'abord à mon père, principalement. Ma mère, elle ne le verbalisait pas, elle le démontrait par sa posture, par son engagement. Bah, pour être concret, j'ai envie de dire, par exemple, ma mère, je pense allez, on va dire 40 ans, enfin, 40, peut-être 44 ans, j'ai dû travailler pendant, tant que je m'en souviens, elle avait presque 40 ans, on va dire, on va arrondir. J'ai dû la voir prendre des jours, comment on appelle ça? Maladie, congé maladie, peut-être 4 fois. Euh, Mon père, c'est faire beaucoup d'heures supplémentaires à l'époque. Alors, moi, je suis issu d'un foyer très modeste, enfin, classe moyenne, voilà, des parents martiniquais, voilà, qui étaient le père postier, la mère qui était agente hospitalière, donc voilà, c'était pas des cadres ou autres. Et donc des gens très modestes, mais qui encore une fois, par leur dévouement, enfin leur engagement, voilà, dans le travail, ont voulu transmettre ça à leurs enfants. Et c'est vrai que c'est ça, c'est l'exemple. Voilà, c'est à la fois l'exemple, et mon père le verbalisait plus, pour ne pas oublier. Et il était là, il disait, un homme, voilà, doit travailler. Et c'est vrai que c'est un discours alors quand je dis un homme, c'est une personne, un individu, hein, voilà. Et ça fait partie d'une forme d'accomplissement. Je pense que je me permets de le dire à sa place. Je pense que pour lui, c'était une forme d'accomplissement. C'est-à-dire qu'il y avait cette notion qu'il fallait, voilà, il fallait travailler. Et d'ailleurs, ben, moi, dès l'âge de 16 17 ans, voilà, dès que j'ai eu l'opportunité, ben, j'allais travailler avec lui, etc. Et puis après, voilà, j'ai fait ma route. Mais voilà ce que je peux dire par rapport à cette notion de valeur travail. Et quand tu dis, «Il faut travailler», ça veut dire, il faut travailler ou il faut beaucoup travailler d'une part, dans le sens où, ben, en fait, c'est, l'effort, et qui va faire que, le travail, prend de sa valeur. Et comment, tu mets ça en parallèle avec le plaisir que toi tu peux avoir au travail? Parce que, bah, souvent la valeur travail, elle est associée à, la difficulté aussi, quelque chose de Mhm. dur qui résiste, auquel il faut se forcer parce que c'est là-dedans qu'on trouve, l'accomplissement finalement. Et comment tu mets ça en parallèle avec, la notion de plaisir dont tu as parlé à plusieurs reprises dans ton travail, à la fois en tant qu'ingénieur et maintenant en tant qu'enseignant et formateur? Ah oui, je comprends tout à fait. Effectivement, quand je dis valeur travail au sens où mes parents l'entendaient, c'est clairement dans la notion d'effort. Alors déjà, tu l'as finalement dit au début de la question, hein, cette dimension, on va déjà l'obtenir, gagner sa vie. Et à côté, comment après on l'exerce. Et c'est vrai que c'était pas dans une notion de plaisir. C'était d'abord dans une notion en plus, bon, le travail que mon père, enfin les deux faisaient, était assez physique finalement, avec une Mmh. pénibilité. Donc la notion voilà, de se donner, je dirais pas corps et âme, mais en tout cas corps, en tout Mmh. cas, oui, ça c'était clairement ça. Ça c'est pour cet aspect-là. Et l'aspect plaisir, du coup, pour moi, je pense que je le dirais maintenant, c'est tout simplement faire quelque chose qu'on aime, qu'on apprécie, et qu'on sent aussi qu'on est fait pour ça, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, dans la fonction que j'occupe, et c'est peut-être pas anodin aussi que ben, j'ai fait la bascule de manière un petit peu abrupte, comme je l'ai dit tout à l'heure, quasiment du jour au lendemain, même si c'était en gestation. Mais 4 ans après, je suis toujours à exercer cette fonction avec autant de plaisir. Et, euh, et donc, pour moi, c'est parce que justement, il y a le mot qui me vient à l'esprit, c'est ikigai, je crois, ce mot japonais là, avec ce Mmh. concept où voilà, ce dont le monde a besoin, voilà, bref, ikigai, voilà. Et je pense que c'est un peu ça. C'est là où la notion de plaisir, pour moi, elle ressort. C'est que je pense qu'il y a un alignement entre ce que je pense être en tout cas, ce que je peux apporter, et puis
le travail que j'exerce. Et tu as parlé de, se livrer corps et âme et tu as dit, en tout cas, en ce qui concerne tes parents, en tout cas, le corps était impliqué, Oui. l'âme, on ne sait pas et est-ce que toi, du coup, tu as aussi cette sensation de te donner corps et âme à ton métier aujourd'hui ou quand tu étais ingénieur? Ou est-ce que il y a plus de dissociation entre les 2, on va dire? Euh, j'ai envie de dire que ça a évolué. Je pense que la notion, pour reprendre un peu ce qu'on se disait à l'instant, il y avait, alors je dirais sur la partie ingénieur, la phase ingénieur, on va dire, il y avait plus cette dimension responsabilité et effort. Et je dirais que la notion de plaisir était là, je l'ai évoqué, mais peut-être moindre. La proportion était moindre. Là, c'est toujours de l'effort, toujours du travail, évidemment, mais je ne le ressens pas comme ça. Parce que, encore une fois, je pense que la notion de satisfaction, hein, de plaisir, voilà, à faire, à exercer ce métier, et le ratio est beaucoup plus favorable, voilà, et fait que je sens moins cette idée d'effort. Après, je pense que j'ajouterais, c'est aussi le lien qu'on peut faire avec la vie personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, bah, finalement, je travaille avec des êtres humains, d'autres êtres humains, qui sont jeunes, qui sont à un stade aussi intéressant de leur vie. Ils sont jeunes adultes, donc en anglais, je crois qu'on dit coming of age. Donc, ils quittent, si tu veux, la chrysalide là, de l'enfance ou l'adolescence, post-adolescence. Ils sont pas encore tout à fait dans le monde des adultes au sens à 100%. Et ils sont dans cette phase de transition je trouve assez intéressante. Et, euh, et donc voilà, ça fait écho, ben, avec peut-être aussi dans sa vie personnelle des jeunes qu'on peut avoir en tant que des membres de sa famille, ou d'autres jeunes personnes, des jeunes adultes qu'on peut côtoyer par ailleurs et autres. Et donc, il y a un jeu il y a un lien qui se crée naturellement, voilà, qui est enrichissant aussi, puisque du coup, moi, ça enrichit ma perspective, ma vision. Euh, c'est fascinant de voir qu'on va confier à un groupe d'élèves le même travail, hein, évidemment, hein, le même devoir à réaliser. Et en fait, il va y avoir tellement de perspectives différentes, de postures personnelles différentes. Après, en plus, nous, comme on fait ce travail d'accompagnement, on doit rentrer un peu dans l'intime avec eux quand même, hein. Les personnalités, c'est quand même 3 ans avec eux, on les accompagne, donc on décèle des choses, ils nous confient des choses. Et donc, c'est vrai que cette dimension-là, on va dire, qui n'est pas toute liée au travail au sens rigoureux, rationnel du terme, mais cette dimension humaine, tout simplement, je vais l'appeler comme ça, elle est extrêmement enrichissante. Et elle s'ajoute à tout ça. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que cette proportion est plus favorable, la proportion, on va dire, plaisir versus effort, est plus favorable dans cette fonction. Et tu as évoqué au début, le fait que tu étais papa d'un petit garçon, de 5 ans maintenant. Mhm. Est-ce que le fait, de devenir père a changé ta perspective sur le travail? Euh, alors, est-ce qu'elle a changé ma perspective? J'ai envie de dire oui. Alors déjà, sur un plan purement pragmatique, qui est la gestion du temps, évidemment. Je pense que tous les parents, voilà, comprennent ça naturellement, hein. On devient parent, bah, nos enfants, notre enfant, nos enfants deviennent forcément le centre de notre vie, hein, naturellement. Euh, et après, bah, disons que il est né un peu avant, oui, il est né bien avant d'ailleurs que je fasse la bascule. Il est né 1 an avant. Et d'une certaine manière, oui. Parce que je pense sa naissance, son arrivée, a ajouté aussi dans le choix que j'ai fait. Hein, tout à l'heure, je parlais du process là, qui m'a amené à changer en 2020. Et en fait, en réalité, alors, en t'en parlant maintenant, je réalise ça en fait. Hein, j'avais pas conscientisé comme ça. Et je pense que son arrivée a forcément aussi joué. Le rapport au temps, toujours, chercher à être plus présent, etc. Oui, je pense que oui, forcément, ça change. Et pareil, dans ce que encore une fois, la fonction que j'exerce, c'est bête. Bon, il n'a que 5 ans pour l'instant, mais finalement, dans une quinzaine d'années, il sera au l'âge que mes élèves ont maintenant. Donc je me dis, et quand je vois des élèves avec qui je m'entends bien qui ont une posture que je trouve très intéressante, une personnalité, alors, ils ont tous et toutes, hein, de manière générale, mais après, il y a forcément des affinités un peu plus fortes avec certaines ou certains.
je me dis, et là, je m'en cache pas, hein, je le dis, hein, à certaines, j'ai eu l'occasion de poser la question, mais comment tes parents t'ont accompagné pour faire telle ou telle chose? Parce que on peut être impressionné parfois par des réponses qu'ils apportent, un regard. Je parlais de perspectives qu'ils peuvent avoir sur un point de vue qu'ils peuvent avoir sur le travail, la vie, etc. Et c'est vrai, on se dit, tiens, ok, je pense que les parents ont fait un bon boulot. Et, euh, et comment est-ce que moi, je pourrais essayer de faire pareil pour que mon fils ne devienne pas exactement, évidemment, comme cette personne, mais et peut-être et lui-même demain radie, tu sais, envoie Mm, projette cette énergie-là, quoi. Oui, c'est là où c'est là où c'est intéressant. mm. C'est là où c'est intéressant. Il y a quelque chose qui revient beaucoup quand tu parles de ton travail aujourd'hui, je pense, c'est en fait le mot réflexivité, dans le sens où, Mhm. je vais le formuler comme ça, peut-être que c'est pas comme ça que tu le formulerais, mais tu enseignes autant aux élèves que eux t'apprennent sur toi en Mhm. tant que personne et sur la vie en général. Et est-ce que c'est quelque chose que tu veux cultiver et est-ce que c'est quelque chose que tu avais dans ton métier d'ingénieur ou c'est vraiment la situation d'enseignement qui crée, cette réflexivité, en fait? Non, c'est une excellente question. Je pense que dans ma fonction d'avant, on va dire, c'était la dimension interculturelle, où je voyais l'écho et qui m'a fait beaucoup grandir, je pense, me développer. Là, dans cette nouvelle fonction, je pense que c'est beaucoup plus large. C'est effectivement cette réflexivité, cet enrichissement qui va dans les deux sens, j'espère en tout cas. Et c'est oui, c'est important, parce que tu poses la question, donc oui, c'est important pour moi. Et j'espère que ça va durer comme ça, enfin, ça va rester comme ça. Parce que oui, oui, en fait, comment dire? Alors, je pense que c'est parce que justement, je n'ai pas cette formation aussi académique et je n'ai pas fait mes gammes en tant enseignant dans le milieu, parce qu'on est forcément, je pense, influencé par la formation qu'on a vécue et après, le développement de ses premières années professionnelles, hein, les personnes, etc., on est forcément, je dirais, entre guillemets, conditionné, on réagit hein, aux stimuli, à l'environnement dans lequel on est. Et le fait qu'en plus, moi, comme je disais, la bascule s'est faite de manière assez rapide, assez abrupte, entre guillemets. Forcément, moi, surtout, je me revois la première année, je suis encore l'ingénieur qui était aux Pays-Bas, enfin, comme je disais à mes élèves il y a pas longtemps, fin août 2020, je suis, je suis encore à Eindhoven, à SML, et puis une quinzaine de jours après, je suis à Nanterre, dans l'école où j'officie. Donc, la bascule, elle s'est faite de manière vraiment rapide. Et forcément, je suis encore la personne que j'étais toutes ces années. Et après, on doit rattacher le wagon et faire ses preuves et avancer dans cette nouvelle fonction. Et donc la réflexivité, comme tu dis, elle s'est mise en place, je pense, même sans que j'y pense. C'était naturel, en fait, pour moi. Et après, encore une fois, je participe à former des jeunes qui vont exercer le métier que j'ai exercé. Alors, avec mon propre parcours, hein, et ils auront le leur, évidemment, mais mine de rien, c'est en plus la même formation. Donc voilà, l'effet miroir, l'effet échange, hein, échange, voilà, tout simplement. Il est central et il est important et oui, il est important. Je vais poser une question, alors c'est peut-être un peu tangentiel par rapport à ce dont on parle depuis le début, mais tu as beaucoup parlé de l'international, de Mhm. travailler avec des gens de tous les pays et cetera. Alors j'ai une question en 2 temps. Est-ce que, le fait d'avoir travaillé avec des gens de toutes origines et d'avoir travaillé à l'étranger et cetera, ça t'a permis de réfléchir à ta propre identité, d'une part et d'autre part, deuxième partie de la question, est-ce que le fait de travailler avec des jeunes qui suivent le même parcours que toi, te t'aide aussi à réfléchir à ta propre identité professionnelle? Oui. Alors la première partie de la question, forcément oui. Je vais donner une anecdote pour illustrer ça. Ça va être plus parlant peut-être. Fin 2004, je suis en formation en Inde. Comment dire? En Martinique, on a un tissu qui s'appelle le madras. Donc voilà, à cette époque-là, je portais des vêtements, enfin voilà. Bref, et c'est un tissu qui me plaît beaucoup.
Et il se trouve que je pense que je portais une chemise. Donc c'était pas pendant les heures de travail, hein, c'était après le travail. Je suis dans la rue, voilà, manger avec des collègues et autres. Et en fait, les personnes me regardaient et je comprenais pas forcément. Et c'est après, en discutant avec une personne sur place, elle m'a expliqué qu'elle a reconnu le motif, c'est-à-dire que le dessin, alors la couleur n'est pas tout à fait celle qu'ils utilisent là-bas, mais c'est vraiment le même motif. Et en creusant un petit peu, alors je le savais déjà, hein, parce que le nom même du tissu l'indique, hein, que c'est plutôt côté au niveau de l'Inde qui est son origine, mais j'avais pas des connaissances très approfondies là-dessus. Et c'est en y étant, j'ai pu constater concrètement, parce que ça a résonné avec certaines personnes, elles me l'ont dit, on a pu échanger et discuter. Voilà, je dis ça pour expliquer que oui, l'identité, être dans un cadre international, c'est vivre des anecdotes comme ça potentiellement, sinon quotidiennement, mais régulièrement. Et j'ai eu cette chance justement. Et donc, ça va au-delà simplement effectivement de parler peut-être une ou plusieurs langues avec différentes personnes. C'est la culture aussi, la culture de l'autre. Alors c'est la culture quand on est avec une personne singulièrement, mais après peut-être c'est aussi la culture qu'on va créer au sein du service, au sein de la business unit, au sein de l'entreprise aussi. Moi, SKF est une société suédoise, ASML une société néerlandaise. C'est pas anodin. Ça transpire, ça irrigue en fait dans le quotidien. Et oui, donc l'identité en tant que personne, l'identité aussi professionnelle, mes identités, ces deux identités-là ont été profondément forgées dans ces cadres-là. Et après, pour revenir sur la deuxième partie de ta question, oui, je dirais que mon identité professionnelle, elle est en forte évolution aussi, forcément depuis ces 4 dernières années, en étant en contact des élèves, parce que quand on est enseignant, on doit avoir, je pense, une posture. On doit donner l'exemple. C'est bête, hein, mais c'est évident. Mais mine de rien, il y a quand même une manière de parler, une manière de se comporter, qu'on soit d'ailleurs dans les murs ou en dehors. En plus, il s'agit de jeunes adultes, donc qui sont en milieu professionnel eux-mêmes. On représente l'école aussi quand on est en mode promotion. Dans les journées portes ouvertes ou quand on rencontre ces jeunes pour faire la promotion de la formation ou lorsqu'on va évidemment dans leurs entreprises pour rencontrer leurs responsables et voir leur mission. Donc tout ça, ça fait que oui, la posture, l'identité évolue, évolue, ouais. Tout ça fait évoluer forcément. On arrive à la fin de cet entretien. Je voudrais te poser une dernière question. Si c'était à refaire, et je te laisse interpréter la question comme tu veux. Donc je te dis juste, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment ou pas? Enfin voilà. Je pense que la seule chose que je referais, parce que je considère que, pour faire écho à ce que j'ai dit tout à l'heure, tout, absolument tout, je peux même donner des dates limites, dans ma vie professionnelle, on va dire, voilà, de l'âge de 20 ans jusqu'à le moment où j'ai fait ce changement, hein, ce pivot professionnel, m'aide et irrigue ma pratique professionnelle actuelle. Vraiment. Et la seule chose peut-être que je changerais si je dois changer, si je pouvais changer une chose, c'est peut-être le fait de partir plus tôt en expatriation. Peut-être peut-être même vivre l'expatriation dans différents endroits, hein, pas qu'un seul, peut-être deux, trois, peut-être. Parce que je me rends compte que dans mon vécu professionnel, voilà, j'étais diplômé en 2003, avant la crise de 2008, il y avait énormément d'opportunités. Et bon, je me sentais pas encore prêt pour partir. Et si c'est peut-être la seule chose, alors c'est pas un regret fort, hein, mais je me dis, tiens, j'aurais pu enrichir encore plus ce bagage, ce vécu, hein, cette identité dont tu as parlé, Sarah, avec une expérience en plus. Mais sinon, non, je ne changerais, non, je changerais rien finalement. Je pense que je ne referais rien. Voilà, pour être précis par rapport à ta question. OK. OK, bah, écoute, merci beaucoup, Cédric, pour cet entretien. Merci Sarah, merci à toi. Je t'en prie. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Laisse-moi un commentaire, envoie-moi un email, dis-moi ce que t'en penses. Et à bientôt!